élèves, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la décolonisation au Maghreb, l'exemple de l'Algérie qui est une forme de décolonisation violente de la France. L'indépendance de la Tunisie et du Maroc est acquise sans problème en 1956, mais l'Algérie considérée comme une partie intégrante de la France. Le manque de clairvoyance et les maladresses de la France aboutissent à une longue guerre entre 1954 et 1962 et cela laisse maintenant de graves déchirements de part et d'autre de la Méditerranée. Quels sont les facteurs, comme on le dit, particuliers de la décolonisation violente algérienne? On peut noter trois facteurs considérables. On peut donner la bonne position géographique de l'Algérie en Méditerranée, avec une richesse en hydrocarbures dont la France a besoin pour se reconstruire, mais l'Algérie a le même climat que la France. Et on peut dire sur le plan politique, l'Algérie a un statut particulier. L'Algérie est une possession française. L'Algérie est considérée comme un exemple de colonie de peuplement française rattachée directement au ministère français de l'Intérieur. Les décisions appliquées en France sont les mêmes en Algérie. C'est pourquoi Pierre Menès avait affirmé que l'Algérie est considérée comme une partie intégrante de la France. L'Algérie, c'est la France et non pas un pays étranger que nous allons protéger, comme on peut dire à partir de cela que l'Algérie est le prolongement de la France. Mais en Algérie, on note une dialecte de communauté. La communauté française qui fait à peine 1 million de personnes, dont 800 000 sont nés et grandis en Algérie, appelés communément les pieds noirs. Maintenant, ces pieds noirs contrôlent l'activité agricole à travers une agriculture moderne, l'industrie, ils sont de grands commerçants, ils sont les fonctionnaires et ces pieds noirs ont accès aux droits civiques. Alors que les 9 millions de musulmans vivent dans des conditions misérables avec un taux de chômage élevé, maintenant ils sont considérés comme des sujets ou indigènes, c'est-à-dire des gens qui n'ont ni droit ni liberté. Dans ce cas de figure, on peut noter qu'en Algérie, on a une exploitation d'une minorité sur la majorité de la population, d'où la naissance du mouvement nationaliste qui se structure autour de trois courants. D'abord, nous avons le mouvement des religieux ou oulémas algériens créé en 1931 par Ahmed Ben Badis, dont l'objectif principal est lutte contre l'assimilation. Son enseignement est véhiculé dans les écoles, dans les mosquées, dans la presse. C'est pourquoi, c'est-à-dire son slogan était l'Algérie est ma patrie, l'arabe est ma langue, l'islam est ma religion. Dans cette même perspective, on peut parler de ce qu'on appelle le mouvement populaire. Le mouvement populaire est né en 1926 par l'étoile nord-africaine. On peut dire que ce sont des ouvriers qui sont nés et ce sont des ouvriers algériens qui ont travaillé en France. Et ce mouvement révolutionnaire est le premier mouvement à réclamer l'indépendance. C'est pourquoi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en 1946, maintenant ce mouvement devient le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et ce mouvement est créé par Massali Hadji. Dans cette même perspective, on peut parler du mouvement des élites ou des intellectuels occidentalisés. Maintenant, ce mouvement ne lutte pas pour l'indépendance, mais plutôt une complète égalité entre les pieds noirs et les musulmans. Donc, c'est un mouvement qui lutte pour l'assimilation, dont les personnalités ou dont les personnes les plus illustrées, c'est Farah Abbas et Benjelloul. Maintenant, on peut considérer que les trois mouvements nationalistes algériens au début sont le mouvement des religieux dirigé par Ahmed Ben Badis, le mouvement populaire sous la houlette de Massali Hadji et le mouvement des intellectuels maintenant dirigé par Farah Abbas. Maintenant, on parle de l'évolution du mouvement nationaliste. En réaction aux revendications nationalistes, le gouvernement français du Front populaire de Léon Blum propose maintenant des réformes pour élargir le code électoral. Mais ce projet est vite abandonné. Pourquoi? À cause des protestations des pieds noirs. En 1942, on note l'événement de Vichy qui donne un nouveau élan maintenant au nationalisme algérien. Mais on peut donner le 21 mars 1943, Farah Abbas renonce à l'assimilation et participe à la rédaction du manifeste du peuple algérien et le projet d'instauration d'un État, comme on le dit, algérien. On peut dire aussi, en décembre 1943, que le comité de libération octroie la citoyenneté française à quelques dizaines de milliers de musulmans, et cela est refusé. Mais on note en 1944, lors de la conférence de Brazzaville, maintenant,
De Gaulle avait accordé la possibilité de donner l'indépendance à l'Algérie. Mais en 1945, les paysans organisent le 8 mai, le jour où la Seconde Guerre mondiale s'est terminée en Europe, le jour où l'Allemagne s'est capitulée. Les paysans algériens organisent des émeutes à Sétif et à Guelma qui font une centaine de colons et 5000 musulmans tués. Maintenant, après ces troubles, un nouveau statut de l'Algérie voit le jour et crée une assemblée composée à moitié musulmans et nationalistes. Toutefois, une nouvelle génération, maintenant nationaliste, apparaît sur la scène politique. Il s'agit de Ben Kassim, il s'agit de Eid Mohamed. On peut parler de Mohamed Boudia, mais on donne naissance à Rabitat et pour aller plus loin à Ahmed Ben Bella, maintenant en 1954. Cette nouvelle génération crée la comité révolutionnaire d'unité et d'action, mais cette nouvelle génération rend radical le mouvement nationaliste galvanisé par la défaite française à Djimbinfou lorsque la dernière poste de résistance française avait été encerclée dans la cuvette de Djimbinfou. Donc, après tout cela, on peut dire le passage de l'insurrection à l'indépendance. Vous tous, vous savez pertinemment que cette nouvelle génération qui rend radical le mouvement nationaliste avec l'appui de la défaite française à Djimbinfou en 1954, les trois mouvements se rallient à la bannière du Front de libération nationale créé au Caire par Ahmed Ben Bella, dont l'objectif principal c'était de coordonner l'action armée sur le territoire. Ainsi, la guérilla commence dans les campagnes pour s'étendre au niveau des villes. Les insurgés avaient comme cible les biens français. Pour une mission de pacification, les forces françaises sont renforcées. Néanmoins, les représailles se poursuivent. Le 20 août 1955, on peut dire que les insurgés, c'est-à-dire ceux qui revendiquent leur indépendance, dans le Constantinois, tuent 123 colons. En réponse à ces massacres, les Français tuent dans la même région 12 000 Algériens. Ainsi, les réformes négociées par Jacques Soustelle, qui était le gouverneur général en ce moment, avec les modérés algériens, ont échoué. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? On peut dire que la guerre à partir de 1956 maintenant s'intensifie dans les zones urbaines. Mais dès qu'on parle de la véritable guerre en Algérie, on parle de l'année 1958, là où la presse française est divisée, là où on peut dire que là où la presse française est divisée, mais là où il y a une crise ministérielle en France, la France est obligée d'appeler le général de Gaulle au pouvoir le 27 mai 1958. Mais on peut dire qu'en septembre 1958, maintenant les nationalistes algériens ont créé leur propre gouvernement provisoire de la République, algérienne. Quand je parle des nationalistes algériens, j'avais évoqué qu'en 1954, ces trois mouvements se relient à la bannière du Front de libération nationale créé au Caire. Donc c'est le Front de libération nationale qui crée son propre gouvernement provisoire de la République algérienne avec comme président Ferhat Abbas, c'est en septembre 1958. De Gaulle, dès son accession au pouvoir, il se rend en Algérie en mettant en considération sa célèbre phrase « Je vous ai compris ». Donc, il accepte l'autodétermination en septembre 1959, mais s'attire le mécontentement, approuvé par le référendum du 8 janvier 1960, mais s'attire le mécontentement des pieds noirs, parce que les pieds noirs ont compris que si l'Algérie devient indépendante, ils sont obligés de quitter le territoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est ainsi. En 1961, on note l'échec du putsch des généraux parce qu'il y avait la création de l'association de ce qu'on appelle l'AOS, qui signifie OAS, qui signifie Organisation de l'armée secrète. Maintenant, pour mettre en considération un coup d'État sur la possibilité d'accorder l'indépendance à l'Algérie. C'est pourquoi je dis, entre le 21 et le 22 avril 1961, le putsch des généraux échoue autour du général Salan, Zélé, Zorout et Sall. Ainsi, la France est obligée de mener une négociation longue et difficile avec le Front de libération nationale. Et ces négociations débouchent aux accords déviant du 18 mars 1962 qui mettent fin à cette sale guerre et octroient l'indépendance à l'Algérie le 5 juillet 1962 avec comme président Ferhat Abbas de 1962 à 1900. Avec comme président Ahmed Ben Bella de 1962 à 1965. Donc ainsi, on peut continuer l'explication en corrigeant l'exercice du bac maintenant 2017 qui avait porté dans l'intégralité l'Algérie. Donc la prochaine fois, on va faire
un cas pratique sur la décolonisation de l'Algérie en essayant de mettre en exergue le 2017. Veuillez abonner sur votre chaîne YouTube École Virtuelle 360 et on se donne rendez-vous la prochaine fois.